Bonjour tout le monde. Je vous demande juste de rejoindre vos places, s'il vous plaît. Je voudrais bien remercier les laboratoires Afrique Phare pour l'organisation de ce symposium qui est relatif à la prise en charge nutritionnelle des états de choc, qui nous sera animé par le docteur Touzani, qui est professeur d'anesthésie et réanimation au CHU Hassan II de Fès. Donc vous le savez, le support nutritionnel doit incontestablement être intégré à notre stratégie thérapeutique globale des malades graves de réanimation, notamment ceux qui sont en état de choc. Et donc, nous, en tant qu'anesthésistes réanimateurs, on se pose l'éternelle question, quand amorcer la nutrition artificielle, avec quoi et combien il faut donner. Le professeur Touzani va nous éclaircir sur ces différentes thématiques. Merci beaucoup, professeur Mouffard. Bonjour tout le monde. À mon tour de remercier la MARF pour ces belles journées riches en partage et en rencontres, et à sa tête le professeur Adnan Poldei, qui se termine finalement par cette belle session d'hémodynamique dans laquelle je vais vous parler de la nutrition et état de choc. Je vais essayer de vous apporter des éléments de réponse. Je remercie également les laboratoires Afrique Phare pour leur soutien infaillible à la MARF et pour ce symposium. Alors, comme vous le savez tous, la nutrition intensive, telle que sa définition a été établie lors de la première journée du club de nutrition et de métabolisme de la SMAR, qui a eu lieu dans cette même salle l'année dernière, il comprend compléments nutritionnels oraux, nutrition entérale et nutrition parentérale. Elle se veut le support de tous les organes et donc, au même titre que la ventilation, l'hémodynamique et l'antibiothérapie. On l'aura compris, ces médications, c'est des médicaments dont on voit l'effet dans l'immédiat. La nutrition, on n'a pas d'effet véritablement tangible et c'est ce qui en fait un peu toute la difficulté. Donc elle se veut evidence-based et on a plein de recommandations des sociétés savantes, notamment de nutrition clinique et de nos sociétés respectives. Elle se veut réfléchie et personnalisée aux patients parce que les patients de réanimation se suivent et ne se ressemblent pas, et notamment les patients qui sont en état de choc. Elle se veut dynamique puisque l'agression est dynamique et en l'occurrence la défaillance hémodynamique, et contextualisée, adaptée à nos particularités et à nos dispositions locales. Elle impacte le pronostic du patient en réanimation. C'est pourquoi elle se veut véritablement réfléchie pendant la phase réanimatoire, mais surtout en post-réanimation, parce qu'on vise finalement la survie de nos patients, mais surtout avec une qualité de vie assez acceptable. Et donc on le voit sur cette étude Princeps assez ancienne, on le voit très bien qu'en général on fait mal dans nos réanimations. On a tendance à démarrer très tardivement et à ne jamais finalement on court après cette balance calorique cumulée qu'on inflige à notre patient au fur de son hospitalisation en réanimation, et surtout durant cette première semaine. Alors sur ce graphe, vous le voyez, ce qui est en blanc, c'est ce qu'on devrait donner à notre patient, ce qui est en rouge, c'est ce qu'il reçoit réellement, et ce déficit cumulé durant cette première semaine, on l'explique un petit peu par notre hésitation en tant que réanimateur. Le patient est très agressé, il est très inflammatoire, est-ce qu'on démarre, on ne démarre pas, et puis on est pris par d'autres choses, hémodynamique, etc. Mais cette dénutrition, quand elle est prolongée, elle est délétère après une agression parce qu'elle est prouvée être associée avec des séjours très prolongés de réanimation, des complications et une durée prolongée de ventilation mécanique. On le conçoit à ce patient qui va arriver dans notre service en état de choc, choqué, quelle qu'en soit la raison. On peut gérer son problème hémodynamique, mais parce qu'on ne gère pas bien sa prise en charge nutritionnelle, il va se retrouver avec un séjour prolongé, on aura du mal à le sevrer du respirateur. Pneumopathie liée aux soins, sepsie, choc septique et rebolote. Donc c'est un véritable problème. Il ne s'agit pas uniquement d'apport énergétique, c'est également une question de déficit, on va dire, musculaire acquis en réanimation. On le voit sur cette sarcopénie. Et sur ce graphe, vous voyez cette, on va dire, cette perte vertigineuse de la masse musculaire durant la première semaine de réanimation, qui est d'autant plus importante quand on a des défaillances multiviscérales. Et le patient agressé, finalement, perd facilement plus de 1% de sa masse maigre par jour, et ça peut aller jusqu'à 3 kg, voire plus de muscles par semaine. Et c'est prouvé être associé avec un sevrage prolongé de la ventilation mécanique, séjour hospitalier prolongé, mortalité élevée, réadmission, qualité de vie altérée, et bien sûr, surcoût des soins. Cette sarcopénie conditionne pas seulement la survie du patient et son pronostic en réanimation, mais aussi sa post-réanimation, avec ce réel syndrome post-ICU. Et on le voit, les patients qui sortent de nos réa avec une fente musculaire, une perte de la fonction musculaire, ils ont moins de chances de survie, et ça peut aller jusqu'à 5 ans après leur sortie, donc il faudra y penser. Ce patient défaillant hémodynamique,
n'a pas uniquement, généralement seulement une défaillance hémodynamique quand il atterrit dans notre réanimation, il fait partie d'une population de réanimation qui est agressée et tout aussi hétérogène. Et finalement, on se retrouvera, oui, avec ce patient qui est choqué, notamment, je pense ici au choc septique, mais également qui aura cette défaillance hémodynamique. On se posera la question, est-ce qu'on pourra utiliser le tube digestif, vu cette histoire d'hypoperfusion, mais il aura aussi d'autres anomalies, d'autres pathologies sous-jacentes qui seront caractérisées par des apports réduits. C'est des patients qui auront des troubles de comportement, des anorexies, qui seront âgés, qui ne s'alimenteront pas correctement tout seuls, ou qui seront sous ventilation mécanique parce qu'on va les sédater pour les mettre en mode économie de batterie. C'est des patients qui auront des besoins augmentés parce qu'ils sont inflammatoires, mais c'est aussi des patients qui auront des excès de perte. Notamment, je pense aux patients digestifs, et on fait beaucoup de digestifs dans le service dans lequel je travaille. Également, je pense aux patients traumatisés et brûlés. C'est des patients qui auront un métabolisme altéré, puisque cette défaillance hémodynamique est souvent associée à d'autres défaillances d'organes, et je pense à la défaillance hépatique, qui nous intéressera, puisque la plupart des médicaments, des produits qu'on va donner sont métabolisés par le foie. Donc finalement, l'état de... Ce patient agressé va se retrouver avec un état de catabolisme protéique et lipidique et des carences qui vont être proportionnelles aussi bien à la gravité de la pathologie aiguë, mais aussi des défaillances d'organes et de son terrain. Et ce catabolisme ou cette réponse métabolique à l'agression se traduit sous forme d'une protéolyse importante avec une résistance à l'anabolisme et une résistance à l'insuline. Et finalement, ce patient qui va se retrouver avec des apports alimentaires qui sont diminués, il y aura une augmentation du turnover hépatique avec une hyperglycémie, un switch du métabolisme vers la défense. Et ce process d'autophagie qu'on voit à la phase aiguë de l'agression et éventuellement de l'état de choc est responsable d'une production calorique endogène d'environ 1200 kcal par jour, qui n'est pas modulable et qui n'est pas mesurable par la calorimétrie indirecte. Et donc, autant que clinicien, quand on voudra penser une nutrition intensive, il faudra penser à couvrir les besoins énergétiques et protéiques accrus qui ne sont pas couverts par l'alimentation, tout en protégeant les réserves de l'organisme et sans interférer finalement avec cette production endogène calorique, pour autant ne pas tomber dans la surnutrition, qui est mortelle, mais également ne pas tarder à démarrer cette nutrition pour ne pas tomber dans la famine iatrogène. Et on le voit sur cette courbe-là, où qu'on a une relation en U entre ce qu'on donne à notre patient, l'apport calorique et la mortalité. Donc, d'où la difficulté vraiment de l'optimisation. C'est comment distinguer les changements métaboliques qui sont bénéfiques de ceux qui seront forcément délétères. La spécificité, on va dire, dans l'état de choc, c'est qu'on va s'intéresser finalement à cette baisse de perfusion tissulaire qui va venir nous déranger, notamment parce qu'on se concentrera essentiellement sur la perfusion digestive. Et donc on verra que le tube digestif en général, il est très sensible à l'hypoxie tissulaire, avec cette redistribution du débit sanguin, avec cette régulation du flux sanguin splanchnique. Mais aussi quand on voit sur le schéma de gauche, vous avez cette microvascularisation de la villosité, et on voit qu'il existe, parce qu'on a une vascularisation particulière avec la veine et l'artère qui sont en parallèle, et donc on aura un gradient de pression de tissu oxygène, on va dire décroissant de l'extrémité de la base vers l'extrémité de la villosité. Ça, c'est en temps normal. Donc, vous imaginez que quand on a un patient qui est choqué, ce sera plus délétère. Et ça, on peut l'objectiver. Il y a cette belle étude qui a été publiée dans Choc en 2015. Ce dommage entérocytaire, on peut l'objectiver par un biomarqueur qu'on appelle IFABP. C'est une protéine qui se lie aux acides gras intestinaux. Et ce dommage entérocytaire, on a remarqué qu'il était très augmenté en cas d'état de choc grave et qu'il était associé aussi à une mortalité importante. Et les auteurs avaient mis comme cutoff, vous ne le voyez pas très bien ici, un taux à 500, c'est-à-dire qu'au-delà de 500, on a un dommage entérocytaire important, avec une mortalité importante, et ce dommage entérocytaire se voyait pour des doses de noradrénaline supérieures à 0,48 gamma-kilominutes. C'est-à-dire qu'à partir de 0,4, on se dit on a du dommage entérocytaire, on a une souffrance intestinale, peut-être qu'on ne devrait pas utiliser ce tube digestif. Et donc finalement, cette ischémie intestinale constitue un véritable moteur de la défaillance multiviscérale chez le patient agressé, avec une augmentation de la perméabilité, vous le savez très bien, translocation bactérienne, réponse immunitaire, orage cytokinique, et cette défaillance va entretenir l'état de choc et l'hypoperfusion. Donc,
si on veut casser un petit peu cette fameuse cascade et sa résultante, la cascade de la malnutrition, parce qu'on aura une perte de tissu digestif et forcément une perte de la fonction de ce tissu, avec une nutrition inadéquate, etc. Bon, si on veut casser tout ça, on peut penser qu'il serait judicieux de démarrer finalement une nutrition peut-être entérale pour éviter cette ischémie et cette translocation, parentérale quand on n'arrive pas à faire de l'entérale, quand on a une intolérance, on va dire, digestive, avec des études et des voies qui se lèvent aujourd'hui pour une nutrition entérale peut-être trophique et parentérale calorique, tout ça finalement pour jouer contre cette balance énergético-protéique qui est très très négative dans nos réanimations. Alors sur le plan pratique, quelle stratégie nutritionnelle, comment, quoi donner, quand est-ce commencer, à partir de quelques doses on va dire de noradrie. Ben, je vous le dis d'emblée, les recommandations, elles m'ont laissé un petit peu sur ma faim, donc j'ai dû un petit peu farfouiller dans des études. Ce qu'il faut retenir, c'est que l'agression, elle est dynamique. Donc, il faudra prendre en compte, quand on veut instaurer une stratégie nutritionnelle, ce dynamisme de l'agression. On le sait très bien, à la phase aiguë, on a cette production endogène avec laquelle il ne faudra pas trop jouer. Donc, il faudra éviter la surnutrition. On peut s'aider en limitant, on va dire, le déficit énergétique. C'est des patients qu'on va sédater, on va lutter contre la fièvre, etc. Bien sûr, et on va essayer par la suite de limiter la perte de la masse maigre durant cette phase, on va dire, de catabolisme, tout en pensant à restaurer cette masse maigre, pour favoriser la réhabilitation de nos patients et surtout éviter le syndrome catabolique inflammatoire prolongé. Et cela ne pourra se concevoir que par des cibles thérapeutiques et notamment le monitorage. Et on voit ici que finalement, ces cibles thérapeutiques ou ces besoins vont différer en fonction de où on se place dans notre réanimation, avec des cibles qui vont être très progressives durant la phase aiguë, les 4 premiers jours, et qui peuvent atteindre carrément, à la sortie de la réanimation et de l'hôpital, 40 kilocalories kilo-jour, avec un objectif de protéines à 2,5 grammes kilo-jour. Alors comment on va en arriver là? Peut-être qu'on pourra s'aider par la calorimétrie indirecte. Alors, je vous ai mis cette plaque, oui, c'est le gold standard. C'est vrai qu'elle sort dans les recommandations avec un bas niveau de preuve. Seulement, il faudra prendre en compte certaines particularités, notamment quand on a ces patients qui sont sous épuration extra-rénale ou sous ECMO, où on va utiliser des citrates, etc., qui sont considérés comme des calories non nutritionnelles. Elle n'est pas d'un grand apport chez les patients qui, pour monitorer finalement ces calories non nutritionnelles, propofol et le glucose qu'on donne. Elle n'est pas conseillée à la phase aiguë de l'agression, on va dire, parce que vous l'avez vu, la production endogène n'est pas mesurable. Et puis bien sûr, il y a des contre-indications chez les patients notamment ventilés sous oxygénothérapie, etc. Que disent les recommandations clairement? Les recommandations sont de faible niveau de preuve. Ce qui est connu, c'est que la nutrition, elle est contre-indiquée quand on a un choc réfractaire ou un choc incontrôlable. Alors, on ne nous donne pas les doses, etc., mais c'est quand vous savez ce patient qui est choqué, vous le savez, autant que clinicien, qui ne va pas bien évoluer, vous êtes en train d'augmenter les doses des catécholamines et vous avez des signes de mauvaise perfusion, on va dire, tissulaire. L'ESPEN 2019 n'a pas voulu se prononcer, pas assez de preuves, donc ils ne peuvent rien recommander. Sur la Surviving Sepsis Campaign de 2021, ils se sont dit, OK, il faut démarrer probablement la nutrition entérale en cas de sepsis ou de choc septique dans les 72 heures. Bas niveau de preuve. Les dernières recommandations des sociétés de nutrition clinique, notamment l'ASPEN 2022, rien sur l'état de choc. Ils ont juste un petit peu, on va dire, rabaissé nos objectifs durant la première semaine à 12,25 kilocalories par kilo par jour pour éviter ce syndrome de renutrition. Et on se retrouve avec des objectifs de protéines à 1,2, entre 1,2 et 2 grammes par kilo par jour. Pas de différence entre la nutrition entérale et la parentérale en termes de complications, donc ils recommandent l'une ou l'autre, en regardant à l'esprit que finalement l'entérale devrait être démarrée au moins durant les premières 24-48 heures, sauf contre-indication bien sûr, et en cas d'intolérance digestive, il faudra rechercher les signes d'intolérance digestive et essayer de l'optimiser au maximum avant de penser mettre en place une nutrition parentérale pour en effet garder cette trophicité finalement vidocytaire qui est au centre même de la défaillance multiviscérale. Donc finalement, parentérale ou entérale,
parentérale, elle est facile à administrer, certes, pas de problème d'intolérance, on a un bon contrôle des apports, elle ne solliciterait pas un tube digestif potentiellement ischémique et ou fonctionnel, mais elle nécessite un cathéter central, elle pose cette question de risque infectieux, mais surtout de complications en cas de défaillance hépatique. La nutrition entérale serait plus physiologique parce qu'elle préserverait le tube digestif, elle est antidysbiose, anti-inflammatoire, anti-résistance à l'insuline, mais la question qui va se poser, c'est est-ce qu'elle protège ou est-ce qu'elle favoriserait l'ischémie digestive? C'est la question qu'on se pose tous. Est-ce qu'on a le droit de mettre une nutrition entérale chez un patient qui est en état de choc, ce qui constituerait un travail supplémentaire pour un tube qui est déjà mal au point? Eh bien, en revoyant un petit peu les études, depuis, on va dire, 2000, c'est des études avec des populations différentes. On a des états de choc dedans, septiques, on a des états de choc cardiogéniques, on a des patients qui ont eu de l'ECMO, des drogues, des ballons de contre-pulsion intra-aortique. Toutes les études disent que c'est safe, qu'il y a peu de complications sévères, qu'elle serait bien tolérée, mais qu'elle est insuffisante pour atteindre les cibles thérapeutiques et qu'il faudrait peut-être l'associer à une nutrition parentérale. Ça reste des études observationnelles prospectives. Donc, que disent les essais randomisés? On le voit bien sur ce tableau que dans la partie NOMI, alors ischémie mésentérique non occlusif, on voit bien qu'il y a une différence entre l'entérale et la parentérale, surtout dans cette étude NutriREA 2, qui avait montré qu'il n'y avait aucune différence entre la nutrition entérale et parentérale en termes de mortalité à J28 et de complications infectieuses, mais qu'il y avait plus de complications digestives dans le groupe nutrition entérale, et c'était la première étude qui avait sonné la sonnette d'alarme par rapport au potentiel nocif d'une nutrition entérale précoce en cas de défaillance circulatoire. Il faut juste noter que c'est des patients qui avaient des doses de noradré en moyenne à 0,5 gamma-kilo minutes, et on avait plus d'apport calorique dans le bras nutrition entérale. Une analyse post-hoc de cette étude avait ressorti la nutrition entérale aussi bien que la DOBU et les scores de gravité comme facteur de risque d'ischémie intestinale à l'introduction d'une nutrition entérale, et les auteurs avaient recommandé de reporter une nutrition entérale ou de l'introduire précocement chez des patients qui ont un bas débit cardiaque requérant d'obutamine et ou quand ils ont des défaillances multiviscérales. Donc on pensera que le score de SOFA pourrait être un bon indicateur pour nous, en tant que cliniciens, pour démarrer ou pas une nutrition entérale. Une étude de sous-groupe de la même étude, NutriREA 2, avait comparé nutrition entérale et parentérale, et les résultats étaient assez intéressants parce que finalement on retrouvait des taux plus élevés de IFAB. Vous rappelez cette protéine qui est témoin du dommage entérocytaire dans le groupe nutrition entérale, mais en contrepartie, on avait aussi des taux plus élevés de citrulline, qui est un marqueur de régénération entérocytaire dans le groupe nutrition entérale à partir du 3e jour chez ces patients qui ont reçu de la nutrition entérale précoce. Donc finalement, il devrait bien y avoir une balance entre le mécanisme lésionnel et le rôle de régénération vélocitaire de la nutrition entérale. NutriVAD Study 2022, 200 patients sous drogue, assistance circulatoire, ils ont exclu le choc réfractaire, contre-indication à la mise en route d'une nutrition. Dose moyenne de noradré dans les premières 48 heures, 0,7 gamma kilo-minute, 77% de complications digestives, peu sévères, mais dans la moitié des cas, on avait besoin d'arrêter la nutrition entérale et on avait un seul cas sur les 200 qui avait une ischémie mésentérique aiguë. On se pose la question sur véritablement, finalement, la nutrition entérale, peut-être qu'elle est réalisable et qu'elle est sûre. Ce qui est ressorti dans cette étude et qui est intéressant, c'est que le score de SOFA à l'admission était un facteur de risque d'intolérance digestive nécessitant l'arrêt de la nutrition entérale. Deuxième question qu'on se pose, c'est finalement, quand on va alimenter un tube digestif, chez un patient qui est choqué, est-ce que ça ne va pas créer le phénomène du Volks-Plancnik ? C'est-à-dire une redistribution du débit cardiaque vers la circulation intestinale aux dépens des autres organes? Eh bien, la question est non, puisque la plupart des études ont montré qu'il n'y avait pas d'aggravation ou de dégradation hémodynamique objectivée par l'augmentation des besoins en catécholamie quand on démarre une nutrition entérale, et c'est notre constatation aussi au service. Ok, donc on a vu que la nutrition entérale, on pourrait peut-être la tenter pour garder cette trophicité, mais est-ce qu'il y aurait un impact à la démarrer? Cette jolie cohorte japonaise, un peu plus de 52 000 patients sous catécholamine, ils ont démontré qu'en termes de mortalité, il n'y avait aucun gain
chez les patients qui avaient des chocs réfractaires, mais que c'était intéressant chez les patients qui étaient sous faible à dose moyenne de catécholamine. Ils se sont donné un cutoff à 0,3 gamma kilo-minute. Il y a même des équipes qui ont poussé le bouchon un peu trop loin en cherchant on va dire des marqueurs qui pourraient prédire cette intolérance digestive, et notamment ici cette étude récente chinoise qui avait parlé d'un rapport PAM sur le NEC, qui est la dose équivalente en noradrénaline, en déterminant un seuil pour objectiver l'intolérance digestive. Une piste de recherche. Donc finalement, est-il dangereux d'instaurer une nutrition entérale chez nos patients sous amine? Comme souvent, le compromis réside dans le dosage, aussi bien d'entéral que de noradrénaline. Et peut-être que la lumière nous viendra de cette étude, la Nutri-REA 3. Je pense que le recrutement vient d'être terminé, un peu plus de 3000 patients, 61 réanimations françaises. Ils vont essayer de comparer un groupe hypo-2, hypocalorique, hypoprotidique, J0, J7, un groupe standard, 25 kilocalories, et l'endpoint, c'est la mortalité à J90 et ou la dépendance à la réanimation avec des outcomes secondaires, notamment l'infection liée aux soins et des outcomes fonctionnels et cliniques. Donc en pratique, qu'est-ce qu'on fait? Si on veut se baser sur les données actuelles et tout en restant en ligne avec les recommandations internationales qui ne se sont pas trop prononcées, peut-être qu'il serait judicieux de reporter une nutrition entérale durant les phases d'hypotension, de déchocage, ou lorsque les doses d'amine sont croissantes, ou quand elles dépassent 0,3, 0,4 gamma kilo-minute. Autoriser une nutrition entérale permissive et hypocalorique progressive en cas de dose faible à modérée de catécholamine, tout en gardant à l'esprit cette perfusion tissulaire, en se guidant par le dos de lactate, etc. L'associer à une nutrition parentérale à partir de J4, parce qu'avant, on a ce risque de syndrome de renutrition, et après, on va tomber dans la dénutrition si on ne démarre pas une nutrition associée, tout en monitorant de façon quotidienne les signes d'alarme digestif, douleur, distension, acidose lactique, iléus, et à la moindre symptomatologie évoquante, éliminer une ischémie mésentérique aiguë, c'est dépasser le temps. Donc rapidement, il faudra penser à monitorer et corriger les carences. Quand on est sur de la nutrition entérale, plutôt aller vers un produit polymérique, et il faut dire que les laboratoires Afrique-Phare sont les seuls à commercialiser, enfin le seul produit qui est disponible au Maroc. Quand on est sur de la parentérale, pensez à un lipide équilibré non pro-inflammatoire, notamment à base d'huile d'olive et d'huile de poisson. Et puis ne pas oublier ces patients, cette nouvelle maladie à la sortie de REA, qui est la post-agression post-REA, où il faudra penser à alimenter nos patients, mais aussi à les faire bouger très précocement, et peut-être à maintenir la nutrition entérale en post-réanimation, puisqu'on a remarqué que les apports calorico-protéiques. Vous avez vu la présentation, vu que les patients ont une perte d'appétit, une fragilité physique et mentale, les compléments alimentaires oraux trouveraient éventuellement leur place. C'est ma conclusion. Donc finalement, la nutrition dans l'état de choc, est-ce que c'est un état d'incertitude permanent? Ce qu'on sait, c'est qu'il y a un hypercatabolisme accru à la phase aiguë. Il y a une dénutrition qui est plus marquée au décours avec des séquelles importantes, ce qui nous fait penser à l'impact réel et aux bénéfices, mais avec une stratégie qui est très très bien réfléchie et personnalisée et adaptée aux patients. On a une dysfonction marquée du tube digestif, mais on l'a vu, il faut trouver cette balance entre le dommage entérocytaire et la régénération avec une nutrition entérale. Ça nous pose des questions de safety. Peu d'études, malheureusement, dédiées à cette population, qui sont souvent contradictoires. Et ce qu'il faut garder à l'esprit, autant que réanimateur, c'est que la prise en charge doit être personnalisée, monitorée, garder son jugement clinique spécifique au patient et proche du patient, en essayant de respecter au maximum les guidelines. Et peut-être qu'on se penchera de façon plus approfondie sur la question à l'occasion de la deuxième journée du Club de nutrition et métabolisme de l'ESMAR. Et je vous remercie pour votre attention. Merci. Merci professeur Tuzani c'est un tour de force en fait d'avoir pu faire le pont entre ces deux thématiques aussi difficiles et compliquées que la nutrition et les états de choc.
J'imagine que ça a dû secouer peut-être quelques certitudes chez certains, parce qu'à l'ancienne, on ne nourrissait que les patients quand ils allaient totalement bien. Là, vous venez un petit peu de nous dire qu'on pouvait les nourrir même quand ils n'allaient pas trop mal. Des questions peut-être? Certainement même. J'aurais juste, moi j'ai beaucoup apprécié toutes vos plaques, surtout les toutes dernières qui font un vrai récap des choses à faire ou ne pas faire. Et vous êtes revenu sur les éléments de bon sens. Je rajouterais juste que la nutrition entérale en particulier est la chose qu'on a tendance à arrêter entre... Déjà, si on la démarre assez rarement au bon moment, et il nous arrive de l'arrêter pour quasiment n'importe quelle raison. Vous avez bien fait d'insister sur le fait que les états de choc ne sont pas une contradiction absolue. Ma question, nous aussi on fait du digestif en petit pourcentage par rapport aux autres. Or, patient digestif opéré de l'abdomen, imaginons un état de choc d'une autre origine. En pratique, vous introduisez votre gavage, je dis ça comme ça juste pour être dans la vraie vie. Vous introduisez ça quand dans la vraie vie? Et quels seraient les critères d'arrêt, parce que voilà, ou de diminution des débits? Et est-ce que vous utilisez des nutripompes où vous travaillez parce que c'est l'une des grosses limites de la manière de faire. Exactement, oui. En effet, optimiser la nutrition entérale, je reviendrai sur votre dernier point, vous avez tout à fait raison, passe par l'utilisation de nutripompes. C'est vrai qu'on les utilise dans le service dans lequel je travaille. On aimerait les avoir pour tous les patients, c'est sûr. Alors, c'est un appel à bon entendeur. Maintenant, par rapport à ce qu'on fait, ce que je vous ai montré pratiquement sur la plaque en pratique, dès qu'on sent que le patient est stabilisé, maintenant c'est là où le sens du clinicien trouve tout son rôle. On les voit, ces patients qui sont sur la bonne voie. On a une clairance du taux de lactate, on a une décrétion des drogues, on n'a pas de signe d'intolérance digestive, on n'a pas de vomi. Volume résiduel gastrique, on essaie de faire ça. C'est vrai que des fois, on est en train d'instaurer dans le service parce qu'on fait beaucoup d'échographie. Peut-être qu'on devrait aussi le monitorer à l'échographie. Donc, on démarre et dès qu'on a des signes d'intolérance, on essaie d'arrêter, de reprendre. Mais la décision, elle est très dynamique. C'est-à-dire... Professeur Ansari. Oui, merci, Dr. Rodi. Merci. C'est Touzani. En fait, je voulais juste, c'est une question et en même temps une remarque, parce qu'en fait, dernièrement, j'avais assisté au masterclass en ligne sur la nutrition. Ils ont, pour les patients qui ont un état de choc, ils ont dit qu'il ne faut pas se précipiter d'aller les alimenter. Et ils sont revenus sur cette idée d'alimenter les patients en continu. Ils sont un peu sur le discontinu. Ils disent qu'il faut, c'est-à-dire ce qu'on fait nous par défaut, parce qu'on n'a pas les nutripompes. Apparemment, il y a un retour sur ça. Est-ce que vous avez une idée? C'est-à-dire, moi, j'ai entendu ça dans une conférence, mais je n'ai pas encore vu un petit peu la littérature. Est-ce que... par rapport à la nutrition continue ou discontinue, c'est ça? Oui, parce qu'en fait, ils sont pour maintenant la nutrition discontinue chez ce genre de patients. D'accord. Alors... je ne sais pas, mais à ma connaissance et en suivant les dernières guidelines, c'est la nutrition continue. On peut couper la parenthèse, c'est la nutrition continue, mais j'allais dire arrêtée par intervalle. Il ne faut pas confondre. C'est des perfusions, entre guillemets, continues, mais qu'on ne fait pas sur tout le nictémère. Ça n'a rien à voir avec... le respect. Oui. Ce qui n'est pas bon, c'est les seringues de 50 qu'on balance. C'est-à-dire on discontinue, oui. Avec des pompes et qu'on interrompt de manière... Il faut donner des... Voilà, c'est pour respecter un peu le cercle circadien de la vésicule. Le cycle nictéméral, oui. Mais on reste sur du continu le long de la journée. Et en respectant mais ils arrêtent, ils font... Après, il y a des arrêts forcés quand on fait descendre un patient pour faire un scanner ou quand on le garde à jeun pour une chirurgie, on a des arrêts forcés. C'est pour ça que pour les plus jeunes, il faut régler des débits à la pompe, des débits horaires qui soient supérieurs au calcul théorique. Par exemple, si vous mettez 2 litres, vous divisez par 24 heures, il faut tomber sur... Je dis vous mettez 50 cc, il ne faudra pas mettre 50 cc. Parce que ça suppose que ça va être pris sur les 24 heures. Or, vous n'arriverez jamais à le donner sur les 24 heures. Donc, il faut viser des débits horaires plus élevés qui prennent en considération le fait que le débit va être coupé 2, 3, 4 fois par jour. Pour X ou Y raison, d'ailleurs. Et ne pas interrompre, ça aussi, je me permets de rajouter 2, 3 petits messages. On est d'accord qu'on peut mettre de la nutrition entérale sur des patients qui ont encore des catécholamines. Nous, on a beaucoup l'habitude de le faire sur les traumas crâniens parce qu'on met beaucoup de noradrénaline pour le Doppler transcrânien et ça prouve bien qu'on peut bien avoir un patient qui est sous nutrition entérale et sous catécholamine. On n'interrompt pas, sauf cas de force majeure en cas de ventilation non invasive et on n'interrompt pas en cas de décuplage ventral.
Ça, c'est des causes très fréquentes d'arrêt de nutrition entérale. On croit avoir la légitimité de le faire, mais en fait, ça tue les patients par contre. Je n'ai pas trop apprécié que la VNI peut être un moment propice pour faire la calorimétrie indirecte. J'ai vu sur l'une de vos plaques que le dernier consensus de 2022 dit que ça fait partie des cons, en anglais, hein, des cons. Mais voilà, nous, on fait de la VNI de manière très extensive. On fait beaucoup de calorimétrie indirecte. Il nous arrive de faire de la calorimétrie. C'est avec les limitations. Ça, il ne faut pas avoir de fuite. Si vous avez de la fuite, même en intubation, ça va pas marcher. Mais donc VNI sans fuite, et vous pouvez faire de la calorimétrie indirecte. Petite réflexion par rapport à finalement l'étude Nutrea 2 a conforté l'hypothèse selon laquelle il n'y a pas de différence entre alimentation entérale et parentérale en termes de mortalité et de complications infectieuses. Est-ce qu'à partir de là, on peut conseiller de commencer l'alimentation parentérale à la phase aiguë d'un état de choc, en attendant qu'on puisse réduire les doses de catécholamine, que les malades aillent mieux, et commencer à ce moment-là l'alimentation entérale? Je dirais non, parce qu'on devrait peut-être encourager la nutrition entérale pour éviter finalement cette dysfonction intestinale. C'est pourquoi ils vont faire une étude Nutrirea 3 pour avoir une réponse qui est un peu plus claire. Parce que vous le voyez, c'est très, on va dire, c'est très contradictoire par rapport à... Et sur l'étude de ce groupe, ils ont démontré finalement qu'elle était plutôt assez sûre et assez bien tolérée. Donc c'est ça la difficulté finalement, on n'a pas véritablement de recommandations précises. Bien, s'il y a une dernière question dans la salle. Merci beaucoup, professeur Artuzani, pour cette belle présentation. Alors, j'ai une question assez simple. Est-ce que vous pensez que les études qui se font sur la nutrition en réanimation, en comparant entérale, parentérale, J3, J1, J0, etc., et qui se basent sur des endpoints qui sont la mortalité justement du patient, est-ce que vous pensez que ce endpoint qui est la mortalité est un bon critère pour évaluer justement ce type de nutrition chez les patients, ou est-ce que vous pensez qu'il y aurait peut-être d'autres critères recherchés pour évaluer la bonne tolérance ou les effets bénéfiques de cette nutrition chez le patient, à part la mortalité, parce qu'on ne joue pas forcément sur la mortalité, mais sur la qualité de vie après la réanimation? Merci. En effet, excellente question, parce que nous, en tant que réanimateurs, on est souvent dans l'aigu. On veut faire sortir vivants nos patients des réanimations, mais c'est vrai avec on va dire, avec quelle fonction musculaires et cognitives, on va les faire sortir. J'ai pas eu le temps de m'attarder sur les dernières plaques, et donc on voit qu'il y a une maladie qui est en train de naître, qui est la post-réanimation, et donc on devrait toujours garder à l'esprit avec quelle force musculaire on va faire sortir notre patient, oui, et donc c'est pourquoi dans la Nutrirea finalement on a l'endpoint en termes de mortalité, mais sur les outcomes secondaires on a des scores fonctionnels et nutritionnels. Mais je suis tout à fait d'accord avec votre point. Bien, merci professeur Artuzani encore une fois.